Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 avril 2021. Il est 10h30. Soyez les bienvenus à notre deuxième e-change de la matinée et de la journée d'ailleurs, pour commémorer la journée nationale, mondiale, pardon, excusez-moi, mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Marie-Claude Brou, entrepreneur, chef d'entreprise, TPE et administrateur du CIAM. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour nous accueillir. Grand défenseur des artisans et puis surtout de l'artisanat français. On essaye. On essaye. C'est un monde, les TPE et les PME, que je connais plutôt bien. Parfait, on reviendra tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne. Céline Werner, bonjour. Bonjour, Dr. Henbo. Ergonome au CIAM, mais pas que. Oui, en effet. Mais bonjour à toutes et à tous également. Didier Marquez, qui se cache. Bonjour Didier. Oui, bonjour à tous. Directeur général de 3D Dona Bédian et puis président du comité inter-entreprise de l'hygiène, sécurité du travail. Tout à fait. Du marché de Rungis. Voilà, et je suis donc grossiste dans le secteur des fruits et légumes du marché de Rungis. Bon, donc vous allez nous afficher le slogan sur les 5 par jour et voilà. Par entité, hein, c'est ça? Tout à fait. Génial. Mohamed Rassif, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, préventeur, grand préventeur devant l'Éternel de terrain et puis secrétaire du CIHSCT et du marché de Rungis aussi. Exact, tout à fait. Alors, il nous manque à l'appel Christian Aliès, directeur de l'ARACT Île-de-France, mais je pense qu'il va nous rejoindre. Je le guette. Ah ben, il est là. Je le fais rentrer. Donc, comme c'est le dernier arrivé, il aura un droit à un gage. Donc, je ne sais pas, vous réfléchissez, chers intervenants, au gage que l'on va lui proposer. Alors, Marie-Claude, qu'est-ce qu'évoque pour vous cette journée mondiale de sécurité et santé au travail? Bon, écoutez, pour moi, déjà, c'est une commémoration quand même des travailleurs et travailleuses décédés ou blessés dans le monde du travail. Mais ça, à mon avis, ça nous donne l'occasion de réfléchir à la prévention. Parce que dans les TPE et PME, eh bien, avant tout, il faut que l'on arrive à faire une prévention. Et donc, aujourd'hui, ça permet d'avoir une réflexion, la preuve, puisque nous sommes là. Voilà. Ah, j'entends pas. Dr. Henbo. Christian Aliès, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Directeur de l'ARACT Île-de-France. Qu'est-ce qu'évoque pour vous la sécurité et la santé au travail? Alors, c'est vrai qu'on travaille, en tout cas, bonjour à toutes, désolé pour ce décalage d'une minute. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a deux termes, il y a santé et il y a sécurité. Aujourd'hui, nous, on travaille énormément, bien sûr, c'est le nom de l'agence, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, puisque je suis délégué également donc, pour l'ANACT. On travaille beaucoup plus sur les problématiques de prévention et de santé que celles pur sucre de sécurité, quoique sur certains dossiers qu'on est amené à travailler, on voit bien qu'il y a de plus en plus une convergence forte entre les référentiels que l'on peut avoir sur la sécurité. Je pense par exemple au site Céveso. Je pense également de plus en plus dans le contexte qu'on vit depuis un an avec toutes les normes qu'on peut avoir sur la santé et le sanitaire d'une manière générale. Donc moi, j'aurais tendance à dire il y a un rapprochement de plus en plus fort entre le domaine de la sécurité, de la santé et de l'amélioration des conditions de travail. Alors bien souvent d'ailleurs, l'amélioration des conditions de travail, elle rentre par le biais du revendicatif. La sécurité rentre par le biais du normatif. Et la santé, de plus en plus, surtout en ce moment, par le biais du législatif.
Voilà, pour synthétiser un petit peu la vision qu'on peut avoir aujourd'hui du triptyque conditions de travail, santé et sécurité. Mais on aura le temps, à mon avis, d'en parler. On entend bien l'ingénieur derrière qui nous sort des mots compliqués. Ça va être compliqué, ces change. Je le sens bien. Didier Marquez, qu'est-ce qu'évoque pour vous la sécurité et la santé au travail? Bah, écoutez, pour nous, donc opérateurs du mine de Rungis, pour nous, la sécurité du travail et de nos salariés est essentielle. Parce que malheureusement, si on n'a pas nos forces actives opérationnelles tous les jours, allez, on va dire à 100% de leur efficacité et capacité, pour nous, c'est un grave problème. Donc, on a pris en charge, et c'est vrai que les années, il y a bien des années, ce n'était pas un problème que les professionnels, comment dire, c'était pas une priorité, disons. Je vous parle de ça il y a 30 ans, 30 ans, 40 ans. C'est vrai que la santé du commis, du préparateur, du personnel n'était pas comment dire, en soi une priorité. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous devons de toute façon donc prioriser cet élément-là de manière à en fait sauvegarder au maximum nos employés en poste sur la longueur, sur le temps, parce qu'on a comme des renouvellements de personnes à certains postes qui se compliquent de plus en plus en raison de nos horaires, de conditions de travail qui sont pas faciles. Donc, on a aussi des difficultés à recruter. Donc, on a tout intérêt à préserver ce qu'on a aujourd'hui au niveau de la santé au travail. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça peut se matérialiser par des équipements qu'on achète. On essaye au maximum de simplifier, d'alléger, en fait, les poids manipulés au quotidien par nos salariés de manière à les économiser au maximum. Pour nos caissières aussi, bon, on essaie de trouver des situations, des assises ou des postes, des auteurs de postes, de manière à ne pas user comme ça sur la continuité tous les aspects physiques de notre activité. Merci Didier. C'est vrai qu'on a en France, on n'avait pas du tout la culture de la prévention primaire. On était plus dans la politique de réparation et effectivement, le travail, malheureusement, abîme beaucoup les hommes et les femmes. Et on a vu, on est arrivé, justement, on vient de finir le premier e-change de la matinée sur la prévention de tertiaire qui est comment rattraper, comment permettre aussi aux hommes et aux femmes déjà abîmés par le travail de rester en emploi, de rester dans l'emploi et de pouvoir aussi prévenir la désinsertion professionnelle. En plus, moi, j'ai la chance, j'ai la société que j'admire, que je gère. Bon, j'ai la chance parce que bon, ça fait quand même une expérience, mais j'ai cette chance aussi d'avoir des personnes qui sont en poste depuis 25 ans pour la plupart, j'en ai même de 30 ans. Et donc, je vois très bien les dégâts qui ont pu s'occasionner sur ces personnes-là parce que bon, je les vois aujourd'hui en activité et je veux surtout pas recommencer ça et retrouver les miens dans 20 ans dans une même situation, quoi. J'essaye. Bon, ils seront certes un peu fatigués, mais si je peux leur économiser 10 ans de vie, je serai le premier satisfait. Je pense que c'est le rôle de Mohamed Rassif, d'ailleurs, préventeur sur le terrain. Donc, Mohamed, qu'est-ce qu'évoque pour vous la sécurité et la santé au travail au sein du CIHSTT du marché des Rungis? On est axé sur la prévention. On a un souci au niveau de la prévention. Et ce qu'a dit Didier, c'est un petit peu l'image sur tout le mine de Rungis. Hein. Et c'est aussi l'engagement de la plupart des employeurs sur le mine, avoir ce souci de permettre aux salariés quand même d'arriver à la retraite. D'arriver à la retraite en pas trop mauvaise santé. Déjà, si on y arrive, c'est bien déjà. C'est un bel objectif, effectivement. OK. Céline Werner, qu'est-ce qu'évoque pour vous la sécurité et la santé au travail pour un ergonome tel que vous? Je dirais qu'effectivement, voilà, on a évoqué le fait de pouvoir arriver à la retraite. Moi, j'envisage plus au-delà même de la retraite. Je pense qu'effectivement, l'objectif, c'est, on l'a évoqué, voilà, il y a des risques. Je pense que le marché de Rungis comporte un certain nombre de risques. Hein. Voilà, les salariés qui y travaillent sont soumis quand même
de nombreux risques professionnels. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ces risques aient le moins d'impact possible justement sur leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Donc, l'objectif, c'est justement d'œuvrer et je pense que c'est l'objectif de ce matin, c'est de vous présenter justement une des actions que nous menons de manière collective pour préserver justement la santé et la sécurité de ces travailleurs. Et voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous présenter cette action collective qui est une vraie force, je pense, effectivement, d'un de ces projets que nous menons et qui nous ont été aussi présentés ce matin dans la première partie de ces exchanges. Merci Céline. On va effectivement, on va pouvoir illustrer une action de prévention réussie. Et on reviendra après sur cette notion de prévention primaire et secondaire. Primaire pour éviter que l'accident arrive, hein, vous allez comprendre pourquoi, et prévention secondaire, c'est surtout pour éviter d'aggraver l'état de santé des salariés en question. Donc, j'ai le temps de trouver la vidéo qui va bien. Et c'est parti. 5 heures du matin, au marché de Rungis, dans le secteur des fruits et légumes, l'activité bat son plein. Chez 3D Donat, les transpalettes circulent rapidement sur les ponts de chargement entre quais et camions. La lourde plaque de liaison est manipulée jusqu'à 10 fois chaque matin par les salariés de Didier Marquez pour charger et décharger les camions de livraison et d'acheteurs. La manutention de la plaque présente des risques pour la santé des travailleurs, mais aussi pour leur sécurité en cas de chute. Le SIAM, après avoir effectué un état des lieux précis, a proposé une solution adaptée à la configuration des quais et aux infrastructures existantes. Un niveleur a été installé en appui sur l'un des quais de 3D Donat. Et la recommandation du SIAMT plaît à Rungis. Une vingtaine de grossistes du marché se sont déclarés intéressés et 3D Donat s'est équipé de 3 autres mini-niveleurs. Céline, est-ce qu'on peut revenir sur ce cas d'école de prévention primaire et secondaire? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que j'ai vu passer tout à l'heure le sous-titrage, 200 colis de 5 kilos en moyenne. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, je pense qu'en fait, on peut revenir aussi sur le contexte en fait de ce projet. Ce projet, en fait, il a été initié à la suite d'une étude ergonomique justement auprès d'un grossiste en fruits et légumes. Et à la suite justement de la présentation de cette étude, l'idée a été pour le syndicat justement professionnel de pouvoir aider les grossistes du secteur à prévenir les risques professionnels auprès de leurs salariés et de les accompagner justement dans leur démarche de prévention avec 2 objectifs majeurs, de prévenir les risques liés aux chutes en fait potentielles, et on l'a vu effectivement liées à la manipulation en fait des plaques de liaison qui servent à faire la jonction entre les camions et les quais, mais aussi puisque c'est vrai que voilà, l'activité c'est quand même pour la principale, c'est la manutention quand même de ces cajots de fruits et légumes avec effectivement plusieurs tonnes manutentionnées par les opérateurs. Donc suite à cette action en fait et suite à cette présentation, l'objectif ça a été de pouvoir unir les forces en fait de tous les acteurs et notamment donc on en a parlé du CIHSCT, de la CRAMIF, du syndicat de commerce de gros de fruits et légumes, du service de santé au travail, mais également de la CEMARIS qui est la société en fait gestionnaire du marché. Et donc ces forces se sont unies à travers la convention en fait, la signature d'une convention de partenariat. Et donc, c'est ça vraiment, je pense, la force du projet, c'est de pouvoir en fait obtenir l'engagement de ces différents acteurs. Et encore aujourd'hui, dès qu'un grossiste manifeste en fait pour pouvoir entrer dans la démarche, chacun des acteurs se met en œuvre et se rapproche en fait on se rapproche les uns des autres pour pouvoir mettre en œuvre les actions qui nous incombent. Et du coup, voilà, on est vraiment dans l'accompagnement, je dirais, très proche en fait des acteurs du marché. Ce choix de prévention mécanisée, Didier Marquez,
On vous a vu en train de manipuler justement le bouton électrique pour ce niveleur de quai automatique. Pourquoi ce choix? Eh bien, ce choix déjà, bon, parce que de toute façon, c'est le plus simple d'utilisation au quotidien. C'est-à-dire que bon, voilà, il n'y a pas de grand schéma technique à mettre en place. C'est-à-dire que le quai que nous avons installé, après une étude qu'on avait fait, on a voulu un équipement déjà adaptable à une surface existante qui était nos bâtiments du mine. On avait comme des contraintes aussi d'adaptabilité parce qu'on est sur des entrepôts qui sont pas récents en fait. Hein. Donc voilà, il a fallu qu'on adapte un matériel nouveau sur des structures anciennes qui ont 50 ans. Donc voilà, donc il a fallu donc trouver un matériel simple d'utilisation pour nos employés. Il y a un matériel aussi simple d'application sur une structure. Nos bâtiments sont un peu vieillissants, donc on ne pouvait pas non plus mettre n'importe quel équipement. Donc le choix de ce pont, en fait, voilà, il a été fait parce qu'il est d'une simplicité exemplaire. Voilà, vous voulez lever la plaque, vous appuyez sur le bouton, la flèche du haut, vous voulez la baisser sur la flèche du bas. N'importe qui, même les transporteurs qui viennent de l'extérieur, les transporteurs étrangers qui savent pas lire le français, ils voient les panneaux, bon, savent utiliser le pont sans aucun souci. Et surtout, bon voilà, on a pu éradiquer cette plaque de liaison qu'on avait avant, qui pour moi était fastidieuse au quotidien, à lever, à remettre en place, à relever, à réinstaller à chaque déchargement, à chaque rechargement de camion. Voilà, donc je l'ai soulevé de temps en temps et je me suis dit on peut pas continuer à travailler à soulever ces plaques de 70 kilos 20 fois, 30 fois par jour. Bon voilà, je suis prêt à avoir des gens soulever des colis de fruits parce que ça fait partie d'une préparation, d'une commande à mettre en place. Et encore là-dessus, je pense qu'il y aura pour l'avenir aussi encore des innovations et des choses à faire. Mais cette plaque, je voulais absolument plus l'avoir dans mon entrepôt. Enfin, je voulais plus qu'on l'utilise au quotidien pour nos actes de déchargement et de déchargement. Mohamed Rassif, en tant que préventeur et secrétaire du CIHSCT, justement, ce gain d'éviter de manipuler plus de 2 tonnes par jour de plaques métalliques avec un risque énorme d'écrasement des membres inférieurs. Quels ont été les gains observés, notamment sur l'incidence des accidents du travail ou maladies professionnelles? On vous entend pas, Mohamed. Voilà. C'est bon, d'accord. Ouais, je tenais à rajouter, suite à cette opération, qu'aujourd'hui, même une personne qui est handicapée peut utiliser cette plaque. C'est-à-dire, il y a une porte ouverte pour pouvoir travailler en tant que commis ou en tant que vendeur dans l'entreprise. Ça a ouvert une petite porte. Et on a observé vraiment un gain en termes de réduction des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles depuis l'installation de ce niveleur de quai automatique. Moi, ce que j'ai relevé sur le terrain, parce que en fait, ces données-là, c'est la CRAMIF qui pourrait les donner. Ces données-là par rapport au terrain, c'est-à-dire par rapport aux copains, c'est-à-dire aux personnes qui travaillent dans les entreprises, on a trouvé vraiment une satisfaction, une très grande satisfaction des salariés. Ça, c'était un poids terrible de soulever cette plaque-là et qui générait plusieurs manipulations. C'est déjà ça en moins. Et il reste quelques entreprises qui ne sont pas encore dotées de cet équipement. Et leurs commis et leurs employés, eux, demandent à être équipés parce que c'est un soulagement pour eux. Un soulagement pour les salariés qui l'ont. Et ça serait un soulagement pour eux de pouvoir être équipés pareil. Maintenant, au niveau des personnes, c'est-à-dire un compte exact ou dire quelles ont été les retombées au niveau d'accidents de travail ou des arrêts de maladie professionnelle, ouais. Ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Didier, un petit rajout? Oui, je voulais juste préciser que dans le petit reportage que vous avez très bien fait, on comptabilisait donc 20 structures qui avaient installé des quais. Aujourd'hui, nous en sommes quasiment à 60. C'est ça, Mohamed, hein, on est à 60, on était à 20 quais d'installés à l'époque, on est déjà à 60 quais d'installation et on en a encore une vingtaine qui sont en projection, je crois. Voilà, c'est tout à fait. Voilà.
Ça Donc voilà. progresse. Et bon, et je pense qu'on pourrait en avoir beaucoup plus, mais je pense que Mohamed va me contredire si je me trompe. Bon, la problématique, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont intéressées. Bon, Rungis, on est constitué donc de TPE, de PME, et je pense qu'il y a quand même une lourdeur administrative à mettre en place un projet comme celui-ci. Bon, la Cramif, la Cemaris, bon voilà, il y a quand même bon, c'est un peu une usine à gaz, en fait, de monter quand même un dossier pour mettre un quai. Si on arrive à l'avenir, si on arrive à simplifier, on l'a déjà beaucoup simplifié, on fait maintenant une seule facturation, un seul prestataire, mais c'est au niveau de, comment dire, de la demande d'exécution des travaux, des formalités à remplir pour avoir droit aux subventions. Si on arrivait avec la CRAMIF à simplifier un peu le schéma, je pense qu'on aurait beaucoup plus de candidats pour l'installation de ces quais. Parce que certains n'y vont pas, parce que quand on leur dit voilà tous les documents, tout ce qu'il faut faire, ça leur met quand même un petit peu, ça freine un petit peu l'envie à certaines sociétés de passer le cap. À nos amis de la CRAMIF, si vous nous écoutez, le message est passé. Marie-Claude Brault, en tant que chef d'entreprise de TPE, qu'est-ce que vous pensez de cette action réussie de prévention primaire et secondaire? Elle va tout à fait dans le bon sens, hein. Alors moi, ce qu'il faut quand même savoir, avoir dans les TPE, PME en règle générale, c'est que le chef d'entreprise est confronté à plusieurs postes, c'est-à-dire qu'il est directeur technique, commerçant, financier, ressources humaines, hein. Et il va toujours, il est malgré tout garant de la sécurité et de la santé de ses employeurs, et il a une relation différente que dans les grandes entreprises avec ses employés. Il faut quand même avoir conscience que dans une petite entreprise où il y a 2 salariés, s'il y en a un qui est en arrêt de travail, le rapport est 50%. Donc cette relation, l'employeur, il en a très très conscience, mais il faut qu'il soit un peu sur tous les fronts. Et c'est là que le service de santé au travail, et le SIAMT le fait plutôt bien quand même, il a besoin de son aide, il a besoin d'un allié qui est le service de santé au travail pour la base, le document unique, ne serait-ce que ça. Et après, ce qui a été fait au niveau de Rungis, c'est extraordinaire parce que j'ai bien entendu que ça permettait à des gens peut-être de vivre plus longtemps, mais aussi d'avoir une qualité de vie dans les dernières années qui est meilleure. Et c'est surtout ça qu'il faut privilégier. Donc, tout ce que peut apporter le SIAMT, il va falloir communiquer sur nos petites entreprises parce qu'il faut absolument qu'on ait un allié. Et j'ai entendu dans le premier échange là quelque chose d'une infirmière qui m'a vraiment qui m'a fait plaisir parce qu'elle a dit qu'il fallait être sur le terrain. Et c'est vrai que la problématique de Rungis, je la comprends tout à fait. Nous, on est dans un autre domaine et on va aussi chez le particulier, tout ça. C'est encore une autre problématique. Et cette prévention, elle est hyper importante, elle reste toujours la même. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut qu'on accompagne Alors, c'est certes peut-être pas valorisant en termes de gestion d'un service de santé au travail, mais c'est là où qu'on a vraiment une action à faire pour ces employeurs. Merci Marie-Claude du message. Didier? Oui, je voulais juste compléter ce que Marie-Claude venait de dire, qui est tout à fait vrai. Mais et aussi, je pense que c'est aussi, c'est peut-être nouveau, hein, je sais pas, mais c'est aussi moi je vois, bon, et je pense que chez les autres c'était pareil. Moi, mon personnel aussi, ils ont perçu ça aussi comme si on commençait à s'intéresser un peu à eux, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même toujours un état stratifié, c'est-à-dire que voilà, il y a les gens d'en haut, les cadres, les directeurs, et le petit personnel, on s'en occupe pas, quoi. On le laisse un petit peu se démerder, se débrouiller comme il peut. Et là, pour une fois, avec ce genre de projet, on a comme montré à nos employés qu'on pensait à eux aussi, qu'on pensait à améliorer leurs conditions de travail, et que voilà, ça devenait aussi un de nos soucis, nous dirigeants, ça devenait une de nos préoccupations.
et qu'on mettait les moyens s'il fallait, les moyens financiers, les moyens, le temps passé à concrétiser un projet comme ça. Je pense que moi, chez moi, ils ont été sensibles à l'acte en lui-même. C'est tout à votre honneur, les chefs et les dirigeants d'entreprise. Christian Alias. C'est vraiment une reconnaissance du travail qu'ils font et qu'ils ont fait. Et donc, ça va vraiment dans le bon sens pour avoir une cohésion d'entreprise, petite entreprise, justement. Merci. Christian Alias, pour un ingénieur et puis surtout un grand féru de l'automatisation, que pensez-vous de cette idée d'automatiser justement ce niveleur de quai? Et est-ce que c'est vraiment une idée de génie? Alors, c'est certainement pas une idée de génie, mais qui étais expert à Oseo, en VAR, BDPME et compagnie sur des projets techniques, j'ai souvent l'habitude de dire innover, c'est s'adapter aux conditions d'utilisation du produit ou des équipements. C'est déjà ça, innover. C'est innover, c'est pas avoir une rupture, comme on dit, des innovations de rupture tout le temps, c'est pas ça. Et là, je pense que ça correspond. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec le marché de Falampin, avec le groupe Le Saf sur des problématiques de logistique où je retrouvais justement des solutions, puisque l'objectif, c'est d'arriver à un moment donné à des solutions qui soient pratico-pratiques, compréhensibles. Et j'aime bien ce que disait Didier Marquez tout à l'heure, parce que innover, c'est aussi être à l'écoute et c'est faire en sorte que les salariés soient entendus. Parce que est-ce qu'il y a des attentes et il y a des ententes. Et je pense que, et ça c'est peut-être le plus important à un moment donné lorsqu'on vit dans une entreprise pour innover à la juste mesure. Donc moi je l'interprète comme étant vraiment une réponse à une problématique très pratico-pratique où on essaye de conjuguer à la fois les conditions d'exploitation et les conditions de travail. Donc ça c'est la première remarque. Et puis après je me disais, mais on retrouve finalement aussi une dimension qui est importante dans cette transformation technique, qui n'est pas forcément une transformation numérique, mais une transformation technique où on travaille avec parfois difficulté à conjuguer le jeu des acteurs. Ce que disait Céline tout à l'heure, c'est vrai que c'est jamais facile lorsqu'on est dans un environnement, je dirais, qui est complexe, où on a la médecine du travail, on a la CRAMIF, on a, je dirais, les ergonomes du service santé-travail, on a des ingénieurs prévention aussi sur le site. Eh ben, il faut arriver à avancer ensemble, quoi. Et ça, c'est le fameux caractère pluridisciplinaire que l'on retrouve bien souvent dans les services santé-travail, que l'on retrouve là dans une combinaison d'acteurs qui ont chacun une valeur ajoutée à apporter au projet. Donc moi, je trouve que c'est un projet d'innovation parce qu'il correspond à des demandes des salariés. Didier, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Christian. On a vraiment pas fait une idée de génie, parce que bon, honnêtement, si on était vraiment des génies, on aurait dû le faire déjà il y a 20 ou 30 ans, cette chose-là, déjà. Mais moi, ce que je veux aussi, je voudrais aussi compléter la chose, c'est qu'en fait, aussi, ce qui a permis un petit peu ce changement, c'est que, honnêtement, moi, ça fait 30 ans que je suis sur Rungis. Un docteur du SIAM, je n'en connaissais aucun. On n'avait pas de dialogue entre nous, entre les acteurs médicaux, entre nous, les professionnels. Il n'y avait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, cette capacité qu'on a eue de se rencontrer, de se parler, d'échanger et de se connaître un petit peu a permis à nous, professionnels, d'évoluer aussi sur un autre chemin, parce qu'on est, nous, tous les matins, on est dans les guidons, dans le vélo, voilà, on fait notre travail. Mais le fait d'avoir communiqué avec des gens comme Céline, les ergonomes, avec le docteur Vingo, ça nous a permis, nous, de professionnels, d'élargir un peu nos horizons et de voir aussi que, bon, voilà, que notre métier, c'était pas qu'au quotidien manipuler des fruits et légumes, qu'il fallait aussi qu'on aille sur d'autres axes, la prévention, la sécurité, pour pouvoir donner aussi, comment dire, une autre ampleur et une autre image aussi à notre activité de grossiste en fruits et légumes. Didier, une question qui me vient à l'esprit, et je crois que vous l'avez évoqué dès le début, pour une histoire de coût, qui fut aussi un frein à pas mal de TPE sur le marché de Rungis. Et si on dépassait cette notion de coût, et au vu du retour sur investissement, si j'ose me parler comme cela, est-ce que ce serait à refaire, vous le referiez?
Oui, écoutez, tout à fait. Non, mais, de toute façon, le problème du coût, on l'a réduit, on l'a réduit au maximum, de toute façon, de manière à apporter le maximum comment dire, de partenaires dans le projet. C'est-à-dire que on a eu une participation de la CRAMIF, Mohamed, on est bien d'accord, de 40%. 50% à Cramif et Voilà. Et nous, le mine de Rungis, on a disons une caisse auquel chaque grossiste cotise à l'année qui s'appelle le greffel. En fait, c'est un prélèvement que chaque grossiste dépose sur un compte pour des aménagements, des travaux qu'il doit faire dans sa structure. Et le greffel est porté donc garant de financer à lui aussi 40% du montant des travaux. C'est-à-dire que le projet en lui-même, avec un dossier monté avec la CRAMIF, le mine, le greffel, il était remboursé à 90%. Voilà, donc on est parti déjà. En plus, on a fait une négociation pour la mise en place du matériel. On a pris un prestataire, on a fait des études de marché, on a fait des appels d'offres. On a pris donc le moins cher. Enfin, pour une qualité de produit équivalente, on a fait donc une sélection d'un prestataire qui était Port Access. On a simplifié le système de facturation pour pas qu'il y ait une partie électrique, une partie de montage du matériel. Et voilà. Et sur un projet qu'on a réussi quasiment à financer par des aides à 90%. Donc le problème du coût, il se présentait même pas. Voilà, schématiquement, voilà, ça coûte à peu près 8 000 euros l'installation d'un quai électrique, 8 à 9 000 euros. Voilà, pour la société, ça lui coûte 800 euros au final, quoi, en fait, de sa poche. Donc on est vraiment, je pense pas qu'on puisse faire mieux, quoi, au niveau de la réduction du coût, des appels d'offres qu'on a eu et des participants au projet. Je crois que bon, la CRAMIF a fait le travail. Nous, les grossistes, avec le greffel, on a fait notre partie aussi, de manière à ce qu'on n'ait pas l'excuse du professionnel de dire non, ça coûte trop cher. Parce que là, le coup de dire ça coûte trop cher, c'est pas une excuse. Céline, et si c'était à refaire, est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer dans ce projet? Ou des choses à ne pas faire, justement? Je pense que ce qu'on peut améliorer, et je pense que c'est dans tous les projets, c'est la même chose, c'est la communication. Je pense qu'on a beaucoup axé quand même sur la communication, mais on s'est aperçu, et d'ailleurs, Madame Brault l'a tout à fait souligné, c'est qu'en fait, on a lancé l'action de relance depuis le début de l'année, justement, de ce projet. Et en fait, pour être sûr, voilà, de ne pas passer à côté de certaines volontés, justement, de pouvoir s'inscrire dans ce projet-là, on a rencontré tous les grossistes qui ne s'étaient pas encore mobilisés. Donc, ça fait quand même plus d'une 60aine de grossistes que l'on a rencontrés sur un mois et demi. Et à partir de 7 heures du matin jusqu'à midi, on les a rencontrés voilà, individuellement pour leur présenter ce projet et voilà, faire en sorte qu'ils puissent adhérer. Et donc, effectivement, tout à l'heure, M. Marquez disait on en est à 20 quais potentiels encore. Finalement, on en est à un potentiel évalué à 70 quais qui risque d'être encore effectivement installé dans les mois prochains. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue cette présence sur le terrain. C'est vraiment, de toute façon, je ne peux pas dire autrement en tant qu'ergonome de toute façon. Mais malgré tout, voilà, il n'y a pas que la phase d'observation, il y a aussi toute la phase de mise en œuvre. Et je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, mais ça vaut aussi dans d'autres entreprises où il y a des préventeurs en interne. C'est vrai que là, voilà, la force aussi du MIN, c'est d'avoir Mohamed, donc secrétaire du CIHSCT, qui est au quotidien voilà, à la rencontre à la fois des salariés, à la fois effectivement des grossistes et des chefs d'entreprise. Donc vraiment, voilà, on travaille très régulièrement ensemble. Donc c'est vraiment ce sur quoi je pense qu'il faut vraiment axer tous les projets, qu'il y ait vraiment, en tout cas, je pense que sur d'autres projets, peut-être de plus petite ampleur, il faut quand même qu'on ait systématiquement des relais en interne. Et je pense que ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de pouvoir faire en sorte que des personnes en interne dans les entreprises puissent effectivement voilà, continuer l'action quand les préventeurs vont éventuellement ne plus pouvoir être disponibles. Voilà, c'est vraiment l'objectif et je pense que pour tout projet, c'est important. Christian, on a vu le panel des partenaires dans ce genre de projet. De mémoire, je crois que l'ARACT, l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail que vous pilotez, dispose aussi des moyens et des actions et des conseils aussi pour des entreprises dans une telle démarche. Oui, alors
de réflexion, hein, et je vais répondre à la question, ou une réflexion et une réponse à la question. Une réflexion, moi je trouve ce projet, effectivement, j'entends 70 potentiels. Nous, on est très obsédés dans le réseau Anact-Aract par ce qu'on appelle le transfert et la capitalisation et le transfert. C'est-à-dire un couple qui permet, une fois qu'on expérimente quelque chose, de se poser la question comment ça peut être utile à d'autres. C'est le rôle du réseau Anact-Aract, hein, finalement. Et je trouve que là, rien que sur le site de Rungis, il y a vraiment, en s'appuyant sur ce projet, de dire est-ce qu'on peut passer, j'allais dire, d'une pratique du projet à une culture du produit. Et du produit au sens où avoir 70 systèmes qui se mettent en place, ça veut dire que on arrive à avoir un modèle économique. C'est Picasso, hein, qui disait l'amour n'existe pas, ce sont les gestes d'amour. Et là, je pense que les salariés sont très sensibles à ces gestes, hein, Didier disait tout à l'heure. Et je pense que voilà, simplement pour dire, il y a certainement là une réflexion à mener, alors sur ce projet, mais sur le passage justement de ces projets d'expérimentation à alors c'est plus un prototype, hein, puisque c'est utilisé, mais c'est prototypé dans la culture du projet de Rungis, et comment on peut en faire un produit qui soit installé partout, quoi. Voilà, donc c'est une première réflexion. Après, sur la question que tu m'as posée, sur l'aide et sur les conseils que pourrait apporter l'Aract. Voilà. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent éventuellement être intéressants. Je pense en particulier à un appel à projet qu'il y avait eu l'année dernière, mais il y a toujours aussi la possibilité de le faire, surtout quand il y a un côté collectif. C'est l'utilisation chez nous du fonds d'amélioration des conditions de travail, ce qu'on appelle le FACT. Alors, je ne sais pas si… et peut-être que là, ça peut aussi être un moyen de dire d'avoir un effet de levier sur la mise en place, parce qu'il y a des conditions pour que ça se généralise, hein. On a bien vu qu'un projet, c'est déjà lui tout seul une aventure, et faire en sorte que c'est… Alors, je pense à ça, et puis je pense éventuellement à ce qu'il pourrait avoir sur des… Je dirais sur des… Lorsqu'on commence à maturer la culture du projet, je pense que c'est intéressant, c'est après, mais je pense que Mohamed doit le faire aussi, c'est d'animer des espèces de petits clubs où on échange sur des pratiques de prévention qui permettent, j'ose jamais dire, j'ose plus employer le mot viral maintenant, parce que dans le contexte où on est, mais c'est un peu la culture. Alors, culture non plus, on n'arrive plus à l'utiliser maintenant, alors avec les bactéries, mais bon, bref, il y a une culture de prévention à avoir, et c'est en s'appuyant certainement sur ces projets. Après, moi, je pars du principe que quand il y a des bons projets, c'est bizarre, on trouve toujours des financements. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc, je pense que ce n'est pas un problème je dirais, de moyens, c'est plus un problème après du stade où on arrivait dans la maturation du projet, de trouver le bon financement qui font qu'on peut être dans une politique d'investissement collectif, quoi. Donc, le stade, modestement, peut y répondre, hein, aussi, hein. Donc, il faut, Céline, Didier et Mohamed, il faut absolument retenir les propositions de Christian Aliès, hein, il faut le noter. Oui, Mohamed. Oui, je tenais je prends le tremplin de Christian qui a dit qu'il fallait mettre… surtout, on a travaillé sur plusieurs ateliers, hein, avant d'arriver à finaliser ça. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont été mis en place. Ces ateliers sont collégiales. Ce n'est pas une prise de pouvoir, hein, c'est vraiment des échanges. C'est très soucieux de la situation qui se présente et ce qui va arriver dans le temps. Et derrière, je voulais surtout remercier les équipes du CIAMT, les équipes de la CRAMIF avec Serge Tissier qui a fait un gros travail pour répondre au montage du dossier, qui a mis une clé en main, un dossier clé en main. Et tout ça, aujourd'hui, quand on a fait le deuxième passage avec Céline et toute l'équipe sur les employeurs qui étaient un petit peu réticents, ça a donné une réponse de 70 quais, effectivement, un potentiel, hein, on n'est pas encore dedans. Oui. Et surtout, quand on parle de financement, il ne faut pas oublier que la CRAMIF fait des aides financières simplifiées. Simplifiées, tout à fait. Voilà, avec qui ont été un élément déclencheur, hein, qui ont été un vrai élément déclencheur. Et ce qu'a dit Didier tout à l'heure avec cette association qui s'appelle le Greffel, qui apportait les autres 50% du projet.
Didier Marquez, une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que ce projet a rapporté ou a donné comme plus-value à l'entreprise, notamment 3D Dona, ou à d'autres entreprises qui se sont équipées dès la première vague de quais niveleurs? Écoutez, déjà, ça nous a donné une certaine reconnaissance vis-à-vis de nos salariés, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, donc comment dire, une reconnaissance de leur travail et éventuellement et des risques qu'ils encourent au quotidien avec les anciennes pratiques que l'on avait de manipulation de ponts de liaison. Et au niveau comment dire, bon, j'ai pas pu me rendre compte. Bon, je pense je ne sais, je peux pas vous dire, comme disait Mohamed, si j'ai évité des accidents ou pas du travail. Certes, je pense que sur la durée, oui, on va en éviter, c'est une évidence, parce que les accidents de plaques, et c'est peut-être même vous qui nous le direz par la suite, s'il y a encore des gens qui viennent chez vous parce qu'ils ont pris des plaques de liaison sur des pieds ou parce que elles sont tombées sur des gens ou des choses comme ça, c'est vous au niveau du SIAM qui aurait peut-être les premières informations. Mais si dans les 3, 4, 5 prochaines années, vous n'avez plus ce genre d'incident, c'est que le projet a porté ses fruits, déjà de base. Hein, si vous avez plus de ce genre d'accident qui s'avère être retenu au niveau des urgences ou des accidents du travail, on aura déjà une première évaluation du résultat. Et puis bon, puis nous, chez nous, oui, c'est une efficacité. Bon, parce que c'est comme maintenant, voilà, un camion se met à quai, c'est une efficacité, c'est comment dire, c'est un travail qui est propre, qui est net, qui est rapide. Voilà, on n'est plus à se soucier de savoir, voilà, si la palette va riper sur le pont de liaison, des choses comme ça. Voilà, où on travaille l'esprit plus libre, disons plus dégagé par rapport aux risques. Et les employés aussi, on le voit bien. De toute façon, voilà, la première remarque qu'ont certaines personnes quand on l'a installé, c'est pourquoi on l'a pas fait avant, quoi. Voilà, c'était la chose qui est venue tout de suite, c'est pourquoi on l'a pas fait avant et pourquoi on l'a pas fait partout. Voilà, ça a été ça les réflexions qu'on a eues. Pourquoi pas avant? Pourquoi on a attendu tellement d'années? Et pourquoi ce n'est pas installé partout? Parce que moi, ça, c'est un peu les transporteurs quand ils viennent chez nous qui me disent c'est bien, il y a ça chez toi, mais pourquoi chez ton voisin il n'y a pas ça? Parce que chez ton voisin, c'est galère pour décharger. On n'a pas, on y va, on perd une demi-heure parce que généralement dans une société il y a une plaque, hein, il y a une plaque pour 5 ou 6 quais, donc c'est à dire que tant qu'elle est utilisée sur un autre quai, l'autre quai il est immobilisé, on peut rien y faire. Ou alors, il faut avoir des camions avec haillons. Bon, voilà, c'est un gain d'efficacité, de rapidité, de tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, la formule, ça a été OK, pourquoi pas avant et pourquoi pas partout, en fait. Pourquoi ne pas avoir répété ça quasiment, les gens nous disent pourquoi c'est pas obligé, pourquoi c'est pas une obligation de mettre ce genre d'appareil chez tous les grossistes du mine en fruits et légumes. Pour certains, ça serait presque une logique, quoi, en fait. Une Donc, logique. vous y avez gagné en termes de performance globale pour Oui. l'entreprise? Tout à fait, oui. J'en ai mis 4, hein, moi, chez moi. Donc, vous voyez, je savais que pour moi que c'était un outil indispensable pour la structure, les déchargements, les volumes que je manipule. Pour moi, c'était indispensable. Et un me suffisait pas, de toute façon. Hein. On a mis 4, et les grosses sociétés, elles en ont mis entre 4 et 5, voire même une société, Jérôme Desmet, je crois qu'il en a mis 7. 11. 11, voilà, ah oui, parce qu'il voilà, 11, voilà, donc, vous voyez, donc quand on arrive à dépasser ce cas de 1 ou 2 quais, c'est que vraiment, on se rend compte de l'efficacité et de la rentabilité de ce matériel, à tout niveau. Au-delà des employeurs et des employés qui ont cet équipement-là, on a aussi, comme disait Didier, les livreurs, les chauffeurs-livreurs qui venaient avec des semi-remorques, qui ont une facilité, mais même pendant la nuit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mettre un semi-remorque à quai à 3h, 4h du matin, avec des rayons lumineux qui ne sont pas satisfaisants, c'est énorme. Ça a amélioré leurs conditions de travail aussi. L'acheteur, pareil, c'est tout un environnement, c'est tout un ensemble qui a profité de cette situation-là. Super. Marie-Claude Brault, à la suite de ce beau projet, de cette action réussie de prévention primaire et secondaire? C'est justement l'exemple type d'une réussite. Hein. Tout ce que j'ai entendu, ça donne presque envie d'aller travailler chez Monsieur Marquez. Hein. Non, mais enfin, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que je répète, hein, c'est que les TPE, PME ont besoin d'un allié et donc
il faut absolument Madame Werner l'a très bien dit tout à l'heure, il faut être sur place. Et alors, c'est compliqué pour un service de santé au travail, je l'entends bien, parce que on a une diversité telle, et souvent, dans nos petites entreprises, eh bien, on a un employeur qui va avoir la notion d'adhésion comme une obligation. Et quand on change ce regard-là en lui disant tout ce qu'il peut avoir comme aide, comme allié, comme partenaire, eh bien, Monsieur Marquez en est la preuve. Hein. C'est que il a vu une ergonome arriver, un infirmier peut-être, et puis Dr Ngo et donc finalement ils ont réussi à faire avancer cette prévention. Moi, je pense que cette période de pandémie va nous faire évoluer aussi, hein, parce que il y aura une évolution sur les méthodes du travail. On le voit bien. Aujourd'hui, on est tous pas en visu, on est en visio, et comment je veux dire, et aussi sur l'évolution des statuts. Alors, est-ce que on va aller vers des statuts autonomes? Voilà, donc tout ça, c'est peut-être pour le SIAM une évolution à prendre en compte. Des challenges surtout à relever. Oui, des challenges à relever, exactement. Alors justement, quelles seraient les actions prioritaires à la sortie de la crise vous auriez en tête, surtout de la part d'un service de santé au travail comme le nôtre? En ce qui me concerne, je vais sans doute me répéter. Hein. En ce qui me concerne, c'est bien sur l'activité des travailleurs. Comment je veux dire, sur le statut des salariés qui risque de changer. Donc ça, je ne sais pas comment on va pouvoir le faire, hein, mais il faut absolument qu'on communique, que le SIAM te communique, parce que ce qu'on voit là auprès du MINE qui est… Alors, c'est des petits entrepreneurs qui sont au sein d'une grosse structure, mais il faut savoir qu'il y a plein de petits entrepreneurs, que ce soit des commerçants, des professions libérales, des artisans, qui se retrouvent seuls. Et ça, il faut qu'on arrive à avoir une communication en leur faisant voir que le service de santé au travail va leur apporter des aides. Monsieur Rassif le dit bien, les dossiers sont compliqués à monter pour des aides. Donc, si on peut être une sorte de collecteur, ça va être un plus. Moi aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle tout le temps, mais ça, c'est pas au sein du SIAMT, c'est sans doute, et puis Philippe Gauge en a parlé, c'est qu'il y a toute une population qui n'a pas de suivi de service de santé au travail. Moi, je pense aux entrepreneurs. Le chef d'entreprise en entreprise individuelle ou en gérant majoritaire n'a pas de suivi. Il y a toute une population, tout ce qui est pour les salariés qui sont les services à la personne chez les particuliers employeurs. Les employés particuliers, employeurs particuliers, ils n'ont pas pour l'instant de suivi. Donc ça, il va falloir… je ne sais pas comment que ça pourra être fait. C'est pas là pour l'instant, c'est pas une demande au SIAMT, c'est plus une demande de nos pouvoirs publics. On pense aussi à l'ensemble des travailleurs non salariés, parce que c'est vrai qu'un service de santé au travail comme le nôtre ne s'occupe que des salariés ou des agents publics par convention. Mais c'est vrai que les indépendants échappent complètement au radar. Complètement. Nous, ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu une visite de médecine du travail, mais donc ça, c'est important, mais c'est pas une demande que j'énonce à faire au niveau du SIAMT, parce que ça dépasse le SIAMT, mais il faudra bien, alors je ne sais pas s'il y a des instances où qu'on peut appuyer ce genre de demande, mais ça existe. Il faut en être conscient.
quelle serait, Christian Aliès, quelle serait la vision d'une santé au travail dans un futur proche, hein? Comment on pourrait contribuer, nous, à notre niveau, à notre échelle, à une relance économique et puis surtout à participer au rebond de notre pays? Le micro, Christian. J'essaye de… Voilà, pardon. Je vais reprendre une phrase qu'avait dite notre ancien directeur général, Hervé Lanouzière, directeur général de l'ANACT, qui disait « Il faut hisser la santé au niveau stratégique de l'entreprise ». Alors, quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, et ça veut dire que dans les temps qui viennent, et on le voit bien en ce moment, on a entendu parler tout à l'heure des politiques seniors, ça signifie que ça devient, et ça va devenir de plus en plus, je dirais, une thématique qui va devoir mobiliser à la fois la direction de l'entreprise et les partenaires sociaux, hein, puisque c'est une politique qui doit être, je dirais, à la fois, je dirais, construite et partagée. Après, sur les problèmes de réorganisation, puisque Mme Brault aborde les problématiques d'organisation du système de santé, bon, on sait que depuis quelques années, au moins 2-3 ans maintenant, il y a pas mal de rapports et de missions. Il y a une mission parlementaire aujourd'hui. Voilà, il y a des choses qui sont sur le feu en ce moment. Je pense qu'il y a un mot, et c'est une invitation que je ferai déjà au Dr Ngo, c'est que le thème de notre futur conseil d'orientation, donc il sera invité, c'est la coopération entre les acteurs. Alors, la coopération entre les acteurs, c'est déjà un thème dont on a parlé, etc. Sauf qu'avant, on en parlait dans les plans santé, on en parlait déjà depuis quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, elle devient clairement un des enjeux, je dirais, qui va faire que les acteurs que nous sommes, que les services santé travail sont, avec peut-être bien identifier le rôle de chacun. Nous, on sait qu'on est très fort sur la façon dont on doit capitaliser et transférer. Quand je parlais d'une culture projet ou culture produit, moi j'étais directeur à Lille quand j'intervenais devant des services à la personne, par exemple, ou des établissements médico-sociaux, quand on avait un groupe de 10 à 12 établissements qu'on amenait vers une politique de qualité de vie au travail, on était très contents, sauf que quand vous êtes en Île-de-France, c'est 600 établissements. Donc, la question de la massification, elle vient se poser là au milieu, hein, comme votre projet j'ai un projet, j'en ai 70 à monter. Voilà, comment on va s'organiser, parce que tout va pas se modifier comme ça sur un coup de baguette magique de Merlin l'Enchanteur. Il va falloir qu'on ait des projets de ce type-là de coopération, hein, entre acteurs, et c'est comme ça qu'on va être dans un mode d'apprentissage. Donc, je pense beaucoup. D'ailleurs, on l'avait écrit dans un livre blanc, à la coopération des acteurs. Vraiment. En tout cas, ça sera le thème de notre futur conseil d'orientation à la RAC Île-de-France. Didier Marquez et Mohamed, comment on pourrait rebondir justement, quelle vision vous avez? Est-ce que c'est la même que Marie-Claude Brault, que Christian Aliès, sur l'action de partenariat entre les différents acteurs, notamment l'entreprise en premier, et les instances de représentation du personnel, les partenaires institutionnels, l'État, la région, et puis surtout un service de santé au travail comme le nôtre? Comment vous envisagez l'avenir? Il faudrait déjà, dans un premier temps, gommer les réticences. C'est-à-dire il y a une approche des employeurs vis-à-vis des structures institutionnelles, comme la CRAMIF, comme le SIAM, la RAC, etc. Et ça a été un des gros travaux qu'on a eu sur le terrain. C'est cette approche qui permet à l'employeur, au SIAM, à la CRAMIF, au bailleur, de se réunir, de s'asseoir et de travailler sur un projet. C'est un peu ce qui a été dit partout. Et ça devait exister, comme disait tout à l'heure Didier, il y a 30 ans en arrière. On est tout le temps en retard d'une cinquantaine d'années. Et on est très évolué, mais on est encore en retard. On n'arrive pas à franchir ce pas. C'est pas un ennemi. La CRAMIF, c'est pas un ennemi. Le SIAM, c'est pas un ennemi. C'est-à-dire le service santé au travail. Toutes ces structures-là, elles ont chacun une façon de travailler, et cette façon de travailler, on doit la conjuguer ensemble. Il doit y avoir un rapprochement très, très sensible. Il faut qu'on ait cette sensibilité de pouvoir se rapprocher. Et nous, on l'a démontré. Hein. Ça a été un gros travail avec Serge de la CRAMIF, avec Céline sur les travaux qu'on a eu à faire. Et il n'y a jamais eu dans les ateliers de couverture tirée. Jamais. Ça a toujours été, on fait comment pour améliorer la question qui se pose.
On a une situation, comment on fait pour l'améliorer, comment on fait pour transcender cette situation. C'est ça, enfin, c'est ma vision. Après, je répondrai à Madame Brault pour on va dire les indépendants. Dernièrement, il y a eu les représentations syndicales qui ont voté pour les toutes petites entreprises, c'est-à-dire les salariés, entreprises, un salarié, qu'on les appelle les représentativités des petites et moyennes entreprises. Là encore, au niveau par exemple, moi je représente les salariés sur les mines de Rungis, il y a toujours à faire, il y a toujours à améliorer. Et la réponse un petit peu là, c'est il ne faut pas qu'ils aient peur des institutions. C'est-à-dire les personnes qui travaillent, il faut qu'elles viennent avec une situation de positivité. Et on vient pour améliorer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. À chaque fois qu'il y a une question qui se présente, on améliore, on réfléchit, on améliore. Ben c'est tout à fait ce que je suis dans le même sens que vous, hein, Monsieur Rassif. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ce que je voudrais, ce que j'aimerais, ce que je fais, j'essaye de faire tout au moins, c'est de faire comprendre à des employeurs, des petits employeurs qui ont toujours un petit peu l'optique de l'obligation d'adhésion à un service de santé au travail. De toute manière, la législation les oblige. De toute manière, c'est très clair. Mais c'est qu'ils voient tous ces partenaires, enfin, en tant que partenaires, non plus qu'en tant que l'obligation. C'est tout. Mais voilà, mais on y travaille, hein, c'est ça. Voilà. Didier Marquez, un petit mot sur comment améliorer notre partenariat service de santé au travail, entreprise, salariés, instances. Comment améliorer la relation client pour vous, qui êtes nos premiers clients d'ailleurs? Je pense que je vais reprendre ce que disait Céline Bernard tout à l'heure. Hein, c'est par le dialogue, des contacts comme assez réguliers, des réunions d'information avec les uns les autres, la communication. Je pense qu'on est à l'ère de la communication et je pense que voilà, si on n'arrive pas à communiquer entre nous, transmettre un petit peu nos problématiques les uns les autres, je pense que voilà, faut qu'on arrive à s'asseoir à une table et à discuter, voilà, entre gens responsables. Je pense que si on arrive à faire ça, on aura déjà fait un grand pas. Comme on a fait un petit pas, je pense, avec les quais. Et comme le disait Marie-Claude tout à l'heure, ce qu'on a vécu aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui que bon, bon, non, on s'en rend pas encore bien compte parce que je pense que ce qui va changer, ce qui doit changer, on le verra après, quand on aura un petit peu, qu'on sera sorti de cette période un petit peu chaotique. Je pense que les réflexions vont se faire après parce qu'en fait, on a bien vu pendant la période de crise sanitaire, chez moi, ça l'a été, je pense que chez plein d'autres, la première chose, ça a été quand même la sécurité de nos employés, à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on a cherché des masques, par le syndicat de Rungis, on a été chercher des masques, des milliers de masques pour préserver nos salariés, pour les protéger. Donc voilà, on ne s'est pas soucié, comme vous disiez, de coûts. On a vu que la priorité, de toute façon, pour maintenir à flot nos structures, c'était de toute façon l'équipement et la protection de nos salariés. Et ça va devenir de toute façon un schéma qu'on va digérer dans les années à venir. C'est que, OK, on doit informatiser, on doit moderniser, mais on doit aussi protéger nos salariés. Et ça va devenir quelque chose de prioritaire aussi dans nos structures. Parce que bon, on n'est pas à l'abri de nouvelles épidémies ou de nouvelles crises, voilà. Et je pense que les sociétés qui pourront s'en sortir ou qui s'en sortiront le mieux seront celles qui auront déjà intégré ça dans leur ADN, dans leur structure, la protection des salariés. À tout niveau, après que ce soit, comme vous disiez, ça peut être aussi former du personnel pour les premiers soins, des choses où on n'est pas efficace encore à Rungis pour ça. Et moi, le premier d'ailleurs, des gens qualifiés pour apporter les premiers soins en cas d'une crise, d'un infarctus, d'un malaise ou des choses comme ça. Voilà, on n'est pas encore au top là-dessus. Il y a encore tellement de choses à faire, je pense, tellement de choses à faire. Donc, on retient la santé de vos salariés, c'est primordial. Donc, vraiment, c'est tout à votre honneur. Il nous reste pile 2 minutes, le temps de demander au public dans la salle digitale de procéder au sondage pour savoir si le sujet leur a plu et surtout si les outils qui ont été mis en place pour faire notre e-change SIAMT leur a plu également. Un grand merci à tous. On se retrouve pour certains tout de suite dans 15 minutes pour le dernier temps de la matinée. Et justement, on évoquera
l'avenir proche, dans un futur proche, comment s'équiper en termes de santé globale, avec quel outil, quelle organisation et quelle méthodologie, afin de pouvoir aussi parer à toute éventualité de crise potentielle. Un grand merci à tous et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.